Très bien, donc pour commencer, nous allons remettre en place le système de développement web. Donc pour cela, vous envoyez 4 doigts, vous faites glisser 4 doigts vers le haut du pavé tactile et vous rajoutez suffisamment de bureaux. J'en ai déjà rajouté un ici, vous pouvez en rajouter un troisième et un quatrième. En appuyant sur plus. Ah, j'ai un peu de lag, ok, ça marche. Maintenant, sur le bureau 1, il y aura Zoom. Vous voyez rien, mais c'est bien Zoom pour moi, ça sera Zoom également pour vous. Sur le bureau 2, comme d'habitude, on va mettre une fenêtre de l'explorateur Windows. Je renvoie mes 4 doigts vers le haut en les faisant glisser sur le pavé numérique. Et dans le bureau 3, je vais lancer une fenêtre d'Atom. Voilà, donc les autres, à part Hervé, vous savez le faire, donc je vous laisse le faire. Hervé, je te laisse suivre au fur et à mesure. Donc voilà, Atom qui s'ouvre. Et donc, il est encore en train de charger. Voilà. Et donc maintenant, je renvoie mes 4 doigts vers le haut du pavé tactile et je choisis le bureau 4. Et sur ce dernier bureau, je vais lancer Firefox. Voilà, le temps que ça charge. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a l'air d'avoir un problème avec mon hébergeur. Ah bah non, ça marche. Du coup, il y a eu un souci pendant quelques minutes, mais l'hébergeur a fini par fonctionner correctement. Ok, très bien. Donc ça, c'est parfait. Ça va nous simplifier la tâche. Donc je vais renvoyer mes 4 doigts vers le haut pour que je remontre à Hervé les 4 bureaux. Donc sur le premier bureau, Zoom. Sur le deuxième bureau, l'explorateur de fichiers. Sur le troisième bureau, Atom. Et sur le quatrième bureau, Firefox. Avant que Anas nous rejoigne, on va en profiter, Hervé, pour faire un peu de paramétrage. Donc Hervé, tu peux envoyer 4 doigts, les faire glisser vers le haut et choisir le bureau correspondant à Atom, c'est-à-dire le bureau 3. Et ici, alors excusez-moi, je me remets sur le bureau 3. Et ici, on va faire apparaître le menu avec Alt. Ensuite, pour paramétrer, on va dans File, puis Settings. Et ensuite, donc dans le panneau de gauche, on va choisir Editor. Donc Editor ici. Et donc Hervé, je vais te demander de choisir, de modifier. Donc tout en bas, 2 choses simplement, tout en bas, tu vas modifier la longueur de tabulation, tu vas la mettre à 4 alors qu'au départ elle est à 2. C'est bon. Et puis également, on va remonter au-dessus et tu vas cocher 2 cases supplémentaires. Donc les 2 cases à cocher, c'est Show Indent Guide et la deuxième à cocher, Show Invisibles. On va voir que ça va permettre d'avoir une saisie plus confortable pour la programmation. Donc vous pouvez, donc maintenant que tout est prêt, on va aller sur le bureau 4 pour voir l'objectif de la séance. Donc on va rappeler l'état dans lequel on avait laissé le projet à la dernière séance. Donc il s'agissait d'un calculateur d'indices de masse corporelle. Donc c'est une page web qu'on avait construite avec 2 cadres de texte. Un cadre de texte dans lequel l'utilisateur rentre sa masse en kilogrammes et un cadre de texte dans lequel l'utilisateur entre sa taille en centimètres. Lorsqu'on valide,
une fenêtre s'ouvre et qui annonce qui permet de donner l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle de la personne, dans l'unité habituelle, donc le kilogramme par mètre carré. Et l'IMC, je vous rappelle simplement rapidement, c'est une mesure de la corpulence d'une personne, et en général, entre 18 et 25, on peut considérer, si une personne a un IMC entre 18 et 25, on peut considérer qu'il a un poids normal. En dessous, on peut considérer qu'il est en situation de maigreur, et au-dessus, en situation de surpoids. Une dernière chose, ici, vous avez des valeurs par défaut. Je peux les modifier. Et à ce moment-là, quand je valide, le calcul de l'IMC est changé. Et vous voyez ici, donc la personne a pris 20 kg. Résultat, son IMC dépasse 25. Il est en surpoids. Voilà. Une dernière chose, ici, j'ai changé la valeur à 90. Si je clique dans la barre d'adresse et que je recharge la page, alors on a toujours un problème, donc je vais être obligé de passer sur la version locale. Très bien. Donc la version en ligne ne marche pas, donc on va passer sur la version locale. C'est pas grave. Donc on va ouvrir notre projet. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites glisser avec 4 doigts pour retourner à l'explorateur de fichiers. Vous retournez dans Dropbox, dans LJB pour vous, et pour moi, ça sera dans LJB élève. Mais pour vous, c'est dans LJB. Ensuite, 2019-2020, NSI. Et puis, le web, JavaScript, IMC. Et là, je clique pour ouvrir IMC et je vais double-cliquer sur le fichier HTML pour ouvrir le projet dans l'état où on l'avait quitté la dernière fois. Donc ici, vous voyez qu'à l'écran, ça commence par File, donc c'est bien le fichier. Je vous remontre le chemin du fichier à ouvrir, et quand vous avez ouvert ce fichier, vous pouvez m'envoyer HTML par la messagerie. Donc vous pouvez utiliser, vous guider avec le chemin du fichier que j'ai laissé ici. Pardon. Sur la page web, ici vous voyez que c'est bien la page web qui est sur notre disque dur, nos disques durs respectifs, puisque l'adresse commence par file. Malheureusement, l'application que j'ai déposée sur mon hébergeur ne fonctionne pas, donc je vais fermer cette page. L'hébergeur a l'air d'être non fonctionnel ce matin, c'est pas très grave. Ok. Donc ici, Hervé, tant qu'on est là, on voit qu'à la fin de l'adresse, on voit bien que tout le chemin du fichier est précisé. Et puis à la fin, on a le nom du fichier qui est index.html. Mais ce que j'ai montré au dernier cours, c'est qu'en fait, ce nom index.html, on ne le choisit pas au hasard. C'est que ça permet en fait de rendre le nom facultatif. Donc si j'enlève index.html, au bout du chemin de fichier, il n'y a aucun fichier qui doit être ouvert là, puisque aucun fichier n'est désigné. Mais en fait, le fichier HTML, le fichier index.html va être automatiquement ouvert. Donc si on voit bien qu'en validant ici, ça n'a pas marché. Ok. Alors normalement, c'est sur un serveur, ça doit fonctionner, mais en local, ça ne fonctionne pas. Je l'avais déjà montré. Ici, comme on est en local, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas très grave. En tout cas, sur un serveur, on prendra l'habitude de nommer le fichier index.html pour ne pas avoir un nom une adresse qui soit plus propre sans le index.html. Je ferme cette parenthèse et on va pouvoir recommencer. Donc ici, c'est bien le fichier en local. Je vérifie qu'il fonctionne correctement. Voilà, ça fonctionne très bien, donc pas de problème. Très bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'objectif de la séance. Donc, notre but, c'est d'améliorer cette application.
Et donc pour cela, je ne peux pas consulter ce que j'ai mis en ligne, donc je vais ouvrir un de mes propres fichiers, ce qui est également sur mon disque dur. Donc cette étape, vous n'avez pas à la faire pour l'instant. Je vais aller chercher mes propres fichiers. Donc mes fichiers personnels et ouvrir la deuxième version du projet que j'ai stocké dans un autre dossier. Et donc ce projet, je l'ai appelé IMC2. Voilà, donc maintenant j'ai un deuxième onglet. Et cette fois-ci, si je vais au bout de l'adresse, vous allez voir que c'est bien IMC2, d'accord? Donc c'est une autre version du même projet. Alors ici, vous voyez que certains éléments ont changé, le titre n'a pas changé, mais ici dans les cadres de texte, vous avez des petits traits, des petites flèches qui permettent de modifier en faisant descendre ou en faisant monter les valeurs. Bien sûr, on peut toujours modifier directement à la souris. On peut directement modifier la valeur. Bon. Le bouton valider est toujours là, mais en plus, vous avez un bouton réinitialiser. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur valider? Vous voyez qu'au lieu d'afficher une fenêtre pop-up, le résultat est directement affiché dans la page HTML. D'où bien sûr l'utilité d'avoir un bouton réinitialiser pour pouvoir faire disparaître le résultat avant de recommencer à utiliser l'application. Donc si je fais réinitialiser, ça permet d'éliminer l'affichage qui était dans la page web. Donc ça, c'est la première chose qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est à modifier de manière dynamique le contenu d'une page web. Dernière chose, vous voyez que quand j'ai validé, on retrouve le message qui était présent sur la version 1 de l'application. L'IMC vaut environ 24,2 kg par mètre carré. OK. Mais en plus, vous avez une deuxième chose qui est un diagnostic est donné. Ce diagnostic, bien sûr, il dépend de la valeur de l'IMC. Donc vous vous rappelez, entre 0 et 18, bien sûr 0 c'est impossible, mais entre 0 et 18, c'est une situation de maigreur. Entre 18 et 25, c'est corpulence normale. Et au-delà de 25, c'est surpoids. Donc ici, vous avez un texte qui dépend de la valeur de l'IMC. Dernière chose, donc ici, j'ai ajouté un texte à chaque fois. Donc ça, je vous le dis également, je le répète, l'IMC est un simple estimateur qui ne peut pas remplacer l'avis d'un médecin. En effet, l'IMC n'est pas forcément adapté à toutes les morphologies ou également au type, à l'intensité de l'activité physique, puisque certains sportifs peuvent se retrouver avec un IMC a priori de surpoids, alors qu'en fait, ils sont en parfaite santé. Donc là, je peux réinitialiser. Et il y a une dernière chose que je ne vous ai pas montrée, c'est les erreurs de l'utilisateur. Donc, par exemple, admettons que je rentre un point négatif, ça n'a aucun sens. Vous êtes bien d'accord? Donc, si je valide, vous voyez qu'un message s'affiche. Au moins une entrée n'est pas valide. La masse et la taille doivent être des nombres strictement positifs. Si je reviens sur l'appli... Alors, pourquoi on fait ça? Regardez, si je reviens sur l'application précédente, vous vous rappelez que dans le calcul de l'indice de masse corporelle, il y a une division par la taille au carré. Et vous savez qu'en mathématiques, vous avez vu que la division par 0 était non définie. Donc si je mets 0 pour la taille, normalement, regardons ce qui se passe. Ici, vous voyez qu'il y a marqué à la place de il y a marqué infinity. Donc ça n'a aucun sens. Vous êtes bien d'accord? Alors, je pense que ça doit dépendre des navigateurs, mais ici j'ai infinity, parfois ça peut être NaN, qui veut dire not a number. Donc je répète les différents objectifs. Donc je vais réinitialiser. Donc la première chose qu'on pourrait peut-être, donc qu'on va devoir faire, c'est faire afficher le résultat dans la page web. Première chose. Deuxième chose, ajouter un bouton de réinitialisation. Et ensuite, on va aller un peu plus loin
Et on va personnaliser l'affichage, c'est-à-dire indiquer dans quel cas il y a une corpulence normale, ou au contraire si la personne est en situation de maigreur ou de surpoids. Et pour finir, on mettra un système de vérification des entrées. Donc, première étape, être capable d'afficher un message directement dans la page, autrement dit, modifier de manière dynamique le contenu de la page HTML. Donc, première chose, on va dupliquer notre projet pour pouvoir en créer une deuxième version. Donc, je vais retourner dans le dossier parent JavaScript. Alors, pardon, ici, je suis sur mes dossiers personnels. Donc, je vais retourner dans Dropbox. Vous êtes dans LJB, mais moi, il faut que j'aille dans LJB élève. Donc, normalement, vous êtes déjà au bon endroit, mais je vais revenir à l'endroit où j'étais. Donc, NSI, le web, JavaScript. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va positionner la souris sur IMC, clic secondaire, donc clic droit ou tape à deux doigts. Et on va faire copier. Ensuite, on va cliquer à côté et on va le coller. Voilà. Ensuite, à la place de copie qui est apparue à côté du nouveau dossier, on va tout simplement marquer 2. Et ce sera tout. Voilà. Donc, vous pouvez ouvrir IMC2 et puis double-cliquer. Alors, peut-être ce qu'on va faire pour éviter... non, c'est bon. Vous double-cliquez sur index HTML et vous ouvrez cette nouvelle page. Donc ici, normalement, c'est le projet tel qu'on l'a laissé dans son ancienne version. Pour éviter de les confondre entre elles, ce que je vais faire, alors, celle-là, je vais la mettre à l'autre bout. Voilà. Donc ça, c'est mon projet. Normalement, vous ne l'avez pas ouvert. Ici, c'est l'ancien projet. Et là, c'est le nouveau. Donc, pour l'instant, pas de différence. Donc, peut-être pour pouvoir différencier les deux, ce qu'on va faire tout de suite, c'est ajouter le bouton. Pour l'instant, on ne va pas lui associer de fonction, mais on va juste associer le bouton pour que visuellement, on arrive à mieux distinguer les deux pages. Donc, première chose, on va ouvrir le nouveau projet dans Atom. Alors, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû ouvrir Atom, une fenêtre supplémentaire d'Atom. J'espère que ça ne va pas s'ouvrir. Je vais vérifier. Juste un instant, excusez-moi. Non, ça a l'air d'être bon. Donc, je retourne sur Atom. Je vais fermer les settings. Et maintenant, alors juste, voilà, c'est ça. Il y a une deuxième page d'Atom qui s'ouvre. Donc, excusez-moi. Je vais attendre qu'elle se ferme. La new window, voilà, il faut que je la ferme. Donc, je pense que j'ai deux fenêtres d'ouvertes, donc je vais fermer une des deux. Voilà, c'est bon. Donc, dans cette fenêtre, j'appuie sur Alt pour faire apparaître le fichier. Je fais File, je sélectionne File, et ensuite Open Folder. Et maintenant, faites attention de bien sélectionner le bon dossier. Donc ici, vous avez l'arborescence normalement qui doit apparaître, mais je vais repartir du début pour qu'on soit tous d'accord. Donc Dropbox, ensuite vous, c'est LJB, mais moi, c'est LJB élève. 2019-2020, NSI, le web, JavaScript. Et ici, à chaque fois, on a double-cliqué pour sélectionner
pour ouvrir un dossier. Maintenant, ce qu'on veut, c'est sélectionner un dossier. Donc, on fait un simple clic sur le dossier cible. Ici, j'ai bien sélectionné IMC2 et je peux appuyer sur le bouton, ensuite cliquer sur le bouton sélectionner un cible. Donc, l'intérêt de procéder de cette manière, c'est qu'on ouvre à la fois on ouvre tout le projet, donc à la fois les deux scripts, et donc l'ensemble des noms de variables et de noms d'éléments est stocké dans la mémoire de travail. Et donc, ça va nous permettre d'avoir de l'autosuggestion pour les noms de variables ou les noms d'éléments. Et s'assurer donc qu'il n'y aura pas de faute d'orthographe sur les références, soit aux variables, soit aux éléments HTML. Et ensuite, je vais cliquer sur Index HTML pour afficher le contenu du fichier HTML. Donc, rappelez-vous, la dernière fois, je vais décaler un peu pour l'afficher. La dernière fois, donc, il y avait plusieurs éléments dans ce fichier HTML. Donc, l'élément habituel de tête avec le titre de l'onglet. Et puis, dans le corps, vous avez le titre, la question qui est mise dans un paragraphe, puis en dessous, le cadre de texte avec ici l'attribut value qui donne sa valeur par défaut, et puis un attribut ID, identifier, qui permet de lui donner un nom, de l'utiliser d'utiliser le contenu du cadre de texte dans le script. Vous avez la même chose pour la taille, avec une valeur par défaut de 170, et puis un autre identifiant, donc ici l'identifiant cadre taille. Et puis on avait mis dans un autre paragraphe un bouton. Donc c'est un élément HTML de type input, qui s'appelle input et de type bouton. Et ici on lui avait donné l'identifiant bouton validé, mais on s'est rendu compte qu'en fait ça n'avait pas d'importance. Donc ici on va l'éliminer puisqu'on n'a pas besoin d'utiliser l'identifiant de bouton. Alors pour l'instant continuez à suivre et puis je vous laisserai faire la suite après. Donc ici, l'attribut value n'est pas la valeur par défaut comme pour les cadres de texte, mais permet d'afficher un texte sur le bouton. Ici, c'était validé. Et puis pour finir, l'attribut onClick permet de lui attribuer une fonction qui va être exécutée lorsqu'on cliquera sur ce bouton. Et ici, on avait créé une fonction validée qui permettait d'afficher donc le résultat du calcul de l'IMC. Tout ça, on l'avait mis dans un paragraphe. Donc, ce que je vais faire, c'est pour que les deux boutons soient côte à côte, on va les mettre dans un même paragraphe. Pour rendre la lecture du programme plus claire, je vais sauter des lignes. Et ici, vous voyez que la tabulation s'est mise automatiquement. Et je vais rajouter en dessous le bouton. Mais comme ils sont dans le même paragraphe, ils seront côte à côte. Je sélectionne tout et je vais copier cet élément HTML. Et ensuite, je vais simplement modifier la valeur affichée. Donc ici, à la place de valider, rappelez-vous, qu'est-ce que je dois écrire? Donc j'attends vos suggestions par la messagerie. Rappelez-vous que sur l'application finale, donc que j'ai mis ici, sur l'application finale, regardez les boutons qui doivent s'écrire. Le premier bouton, il s'appelle valider. Et le deuxième bouton, il s'appelle OK. Alors, il s'appelle, je devrais plutôt dire, le texte affiché sur le bouton, c'est réinitialisé. Donc ici, effectivement, comme valeur, on va remplacer valider par réinitialiser. Très bien. Et pour l'instant, onClick, on va l'enlever, puisque pour l'instant, on n'a pas associé de fonction. Donc, il faudra s'en occuper plus tard. Alors, je pense que si j'enlève le nom de la fonction et que je ne mets rien, je pense qu'il n'y aura pas de message d'erreur, mais on va quand même tester après. Donc là, je viens d'enregistrer. Et pour finir, je vais aller recharger la page. Je vous remontrerai ensuite le script pour que vous puissiez le modifier. Donc ici, je vérifie. Ici, si je vais tout au bout, c'est la vieille version. Et ici, c'est la nouvelle version. Donc ce que je vous propose pour éviter les problèmes, c'est que vous allez fermer l'ancienne version et ne laisser ouvert que la nouvelle version.
Donc là, je vais fermer cette ancienne version. Et maintenant, donc j'ai la version finale ici, que vous n'avez pas encore. Et ici, sur le deuxième onglet, j'ai la version qu'on est en train de modifier. Donc ici, imc2.index.html. Je vais appuyer sur Entrée pour actualiser la page. Et vous voyez que le bouton réinitialiser est apparu. Voilà. Donc là, j'ai terminé l'ajout du bouton. Je vais repasser sur la partie de la page HTML et vous allez modifier donc cette partie-là du fichier HTML. Je vous laisse le faire. Donc, n'oubliez pas de faire la combinaison de touches CTRL-S pour enregistrer votre script avant de recharger votre page, sinon aucune modification n'aura été prise en compte. Donc maintenant, vérifions que le bouton, si le bouton envoie un message d'erreur quand on le clique. Et puis, ensuite, on passera. Donc là, normalement, réinitialiser, si je clique là, je suis bien sur la nouvelle page. Hein. Là, c'est l'ancien. Alors, je suis en train de mélanger les pinceaux. Oui, ça, c'est l'application finie. Alors que là, c'est l'application qu'on est en train de modifier. Donc, si j'appuie sur réinitialiser, il ne se passe rien, pas de problème. Alors que sur la version terminée de démonstration, effectivement, là, ça marche bien. Donc, pour l'instant, le bouton n'a aucune action. Et donc, il va falloir qu'on lui apporte une action. Mais avant tout, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait quelque chose qui s'affiche en dessous. Donc, il faut ajouter un élément HTML. Quel est l'élément HTML le plus simple que vous connaissez? Si vous voulez écrire quelque chose dans une page, quel est l'élément HTML le plus simple que vous connaissez? Alors, donc Anas a vraiment envie d'utiliser Alert aujourd'hui. Donc attention, Anas, Alert, c'est une commande JavaScript. Là, je parle du fichier HTML. Dans un fichier HTML, si on veut écrire quelque chose, oui, alors effectivement, si on veut afficher quelque chose dans la page web, effectivement, on peut utiliser par JavaScript Alert. Mais moi, ce que je veux simplement, c'est écrire quelque chose d'autre en dessous, comme par exemple, entrer votre taille. Ici, j'aimerais écrire du texte directement dans la page. Donc, pas dans une fenêtre pop-up, mais directement dans la page. Donc, quel est le paragraphe? Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer un paragraphe supplémentaire à la fin du fichier HTML. Pour l'instant, je vais donc vous rappeler, hein, on appuie sur P, on a la suggestion du paragraphe. J'appuie ensuite sur tabulation pour que la suggestion soit prise en compte. Et après, vous voyez que tout s'écrit de lui-même. Pour l'instant, on ne va rien mettre dans le paragraphe. Donc, j'enregistre. Je retourne sur la page. Et ici, quand je mets à jour, regardez, rien n'apparaît. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi rien n'apparaît? On n'a rien mis dedans. Très bien. Effectivement, si je reviens ici et que je mets par exemple test, que j'enregistre et que je retourne sur la page, ici, si je réactualise la page, on va voir apparaître le paragraphe avec test. Okay, donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que bien que le paragraphe ait été présenté, s'il n'y a rien dedans, il n'apparaît pas. Ou du moins, il prend de la place, mais sans apparaître. OK. Donc, ça va nous être utile. Donc ici, ce qui est important, c'est de bien distinguer l'intérieur d'une balise. Donc, par exemple, la balise ouvrante ici et la balise fermante ici. Donc, l'intérieur des balises avec l'espace situé entre les deux balises. Et donc, cet espace situé entre les deux balises, c'est ce qu'on appelle, c'est l'attribut d'un élément HTML.
ça s'appelle le inner HTML. Donc, juste pour que vous compreniez bien maintenant, ce que je souligne en ce moment, c'est un élément HTML paragraphe. Et pour l'instant, l'attribut qu'il a, c'est son contenu qu'on appelle inner HTML. OK? Par ailleurs, pour agir dessus, il va falloir qu'on lui donne un identifiant. Et donc ça, c'est un attribut qu'on met à l'intérieur de la balise ouvrante. Donc ici, et je vais lui donner comme attribut un identifiant. Vous voyez, j'ai encore appuyé sur tabulation pour avoir la suggestion. Et ici, ce paragraphe, je vais l'appeler, puisque c'est le paragraphe qui va nous donner le diagnostic, je vais l'appeler para pour paragraphe. Paragraphe diagnostic. Donc, en gros, pour que ça soit compréhensible, je l'appelle paragraphe diagnostic pour que on puisse se rappeler, comprendre que c'est un paragraphe dans lequel va être affiché le diagnostic. Donc, à nouveau, j'ai respecté la convention Camel en mettant un D majuscule, tout en minuscule, sauf le D qui permet de séparer les deux mots. Donc, je vous laisse ajouter cet élément HTML dans votre fichier HTML, vous validez, et quand vous avez terminé, vous enregistrez avec CTRL-S, et quand vous avez terminé, vous réactualisez la page et vous testez pour vérifier que le paragraphe est bien apparu, avec la mention terminée, parfait. OK. Donc, pour l'instant, on a créé un paragraphe supplémentaire. Et ce paragraphe, on lui a donné un identifiant, ce qui va pouvoir permettre d'agir dessus spécifiquement par le script, de le modifier donc par le script JavaScript. OK. Alors, la première chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'envoyer le diagnostic, au lieu de l'envoyer, de l'afficher à l'écran par alerte, on va vouloir l'afficher dans ce paragraphe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est revenir dans JavaScript et modifier la fonction validée qu'on avait faite avant. Donc ici, la commande qu'on avait utilisée avant, c'était ici, juste pour Hervé, je crois qu'il était absent avant, dans ce script JavaScript, on avait fait simplement deux fonctions. Donc une fonction qui ressemble beaucoup aux fonctions Python, qui permet de calculer l'IMC. Donc cette fonction, c'est la déclaration d'une fonction classique. Elle se présente ici, vous avez un mot-clé qui permet d'introduire. Excusez-moi. Donc au lieu ici d'introduire la définition de la fonction par la déclaration de la fonction par le mot-clé def en Python, en JavaScript, c'est par le mot-clé fonction. Ensuite, vous avez le nom de la fonction, puis entre parenthèses, on précise ses paramètres. Et ici, pour faire le calcul, bien sûr, on a besoin de deux paramètres, la masse et la taille de la personne. Ensuite, à l'intérieur de la fonction, on doit toujours définir, donc à chaque fois qu'on définit une nouvelle variable, on doit l'introduire par le mot-clé var. Et ici, IMC est la variable qui contient le calcul de l'IMC. Pour finir, on renvoie avec le mot-clé return, exactement comme en Python. Et ici, on a juste rajouté à la fin une méthode qui permet d'arrondir avec un chiffre après la virgule. Donc, cette fonction permet de calculer l'IMC. Ensuite, pour que le bouton soit actif, on lui a associé une fonction. Et donc, on a créé une fonction validée qui est associée au bouton validé. OK ? Donc, si je reviens dans index.html, vous allez voir que le bouton validé, donc ici, le bouton validé, cet élément HTML qui est un bouton validé, il exécute en fait, lorsqu'on clique dessus, la fonction validée. Et ici, on a vu la dernière fois qu'il ne fallait surtout pas oublier les parenthèses. Donc, c'est la fonction validée qui va être lancée quand on clique sur le bouton validé. Vous remarquez au passage que c'est une fonction sans paramètres, mais ça ne pose pas de problème. Ensuite, à l'intérieur, on a défini la masse et la taille en les obtenant à partir
des valeurs entrées dans le fichier HTML, dans la page web HTML. Donc, comment on a procédé? On est allé chercher dans la page, donc, qui est appelée document, on est allé chercher un élément en utilisant son identifiant. Et ici, cet identifiant, c'était pour la première chose, le cadre masse. Donc, le cadre masse, je vous rappelle, c'est cet élément ici dans la page HTML. Donc, on va chercher la valeur qu'il contient. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'élément en lui-même, mais c'est la valeur qu'il contient. C'est pour ça qu'on est obligé de rajouter point value à la fin. OK. On a fait la même chose pour la taille. Et ensuite, on a créé une troisième variable qui correspond au calcul de l'IMC. Et ici, vous reconnaissez la qualité de l'imbrication, de la programmation par imbrication. On parle de programmation modulaire plutôt que ici de mettre tout ce calcul qui a été fait dans cette fonction. Oula. On a préféré séparer la fonction de calcul de l'IMC, ce qui nous permet d'écrire très rapidement calcul IMC, d'appeler la fonction précédente, qui nous permet de calculer l'IMC. Pour finir, dans la fonction alerte, ici, JavaScript, permet d'afficher dans une fenêtre le message, votre IMC vaut environ. On a accroché ensuite ce message textuel à l'IMC, au résultat de l'IMC, et on a fini par l'accrocher pour continuer la fin de la phrase. OK. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en commentaire cette ligne qu'on ne va plus utiliser. Vous voyez que les commentaires, c'est un double slash. J'enregistre. Et maintenant, ce que je vais faire, la dernière chose avant que vous le fassiez par vous-même, je vais vous montrer que vous le fassiez par vous-même. Je vais vous donner la syntaxe qui permet de modifier un élément HTML. Et donc ici, c'est très simple. Donc, peut-être ce qu'on va faire pour que la syntaxe soit plus facile à lire, on va créer une variable. Et dans cette variable, on va l'appeler message. Et dans cette variable message, on va tout simplement mettre le message précédent que je vais copier ici. Donc, c'est le message qui va s'afficher. Voilà. Et pour finir, donc c'est là que c'est important, ce message, je veux l'afficher dans un élément HTML. Donc ici, vous voyez qu'on a utilisé le résultat, la valeur contenue dans un élément HTML. On l'a utilisé pour pouvoir le mettre dans une variable. Mais on peut faire le contraire, donc inverser l'ordre. Plutôt que de prendre un élément HTML et le mettre dans une variable, et bien maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre une variable et la mettre dans l'élément HTML. Donc ici, je vais commencer par le document. Et vous allez me proposer par le chat la syntaxe que je dois mettre. Rappelez-vous que là, ce qu'on veut, nous, c'est accéder, c'est modifier le contenu du paragraphe qu'on a appelé paradiagnostic, si je me rappelle bien. Est-ce que vous pouvez me proposer la syntaxe pour la suite? Voilà, paragraphe diagnostic, c'est ça. Donc, juste pour ceux qui n'ont pas compris, regardez. Ici, sur cette ligne, on va chercher la valeur d'un élément de la page web, pas d'un élément HTML de la page web, d'accord? Et on le met dans taille. Ça veut dire ici, par exemple, que la taille, la variable taille, va prendre la valeur 170. OK? Mais ici, on va faire le contraire. On va inverser. On va vouloir modifier un élément de la page. Et cet élément, pour aller le chercher, donc vous voyez ici, on me dit get. Ça suffit pour la suggestion. Hop. Non, c'est get i. Pour get élément by id. Hop. Et ici, l'id, c'est le paragraphe. Hicham a compris aussi. Ici, c'est le paragraphe. Paragraphe, diagnostic. Regardez, comme on est dans un projet, il nous propose la suggestion tout de suite. Donc, je peux appuyer sur tabulation et c'est bon. Et ici, ce n'est pas n'importe quelle partie de l'élément HTML qu'on veut modifier. Je vous le rappelle, entre les deux balises, ça s'appelle inner HTML. Alors, je ne sais plus si c'est un I majuscule ou
je vais vous le dire tout de suite, c'est un minuscule. Et là, malheureusement, atome est mal paramétré. Donc ça, on pourra peut-être le modifier, mais il n'y a pas de suggestion pour la commande inner.html. Donc là, ce que j'ai écrit, c'est que je veux que l'intérieur de ce paragraphe, donc c'est l'attribut inner.html, je veux qu'il prenne comme valeur, tout simplement, qu'est-ce que je veux lui mettre dedans. Eh bien, le message qui était affiché précédemment dans Alerte. Donc, vous voyez l'intérêt ici, c'est au lieu de réécrire tout ça, toute cette ligne, ça permet d'écrire simplement message. Ça fait gagner un peu de temps. Et on n'oublie pas, vous voyez que j'ai oublié à chaque fois de mettre les points-virgules pour terminer la ligne. Alors avant de vous le laisser le faire, je vous rappelle juste, oula, j'ai fait une faute de frappe. Donc normalement, si j'avais mis un M au début, est-ce qu'il me donne une suggestion? Oui, il me donne une suggestion, voilà. Et comme ça, on est sûr, on ne s'est pas trompé. Par contre, il m'a mis 2 points, je ne sais pas pourquoi. OK. CTRL S. Donc ici, je vous remontre, vous voyez, les situations étaient inversées par rapport à cette ligne. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé prendre un élément dans la page et on l'a mis dans une variable JavaScript. Donc, on est passé de HTML vers JavaScript. Et là, on a fait le contraire. On a pris une variable JavaScript et on est allé l'insérer dans un élément HTML. Donc, je vous rappelle toujours qu'il faut le lire à l'envers, de la droite vers la gauche. On prend le message qui est un texte, une chaîne de caractères JavaScript, et on va l'insérer dans le document HTML. Alors, juste avant que vous le fassiez par vous-même, je vais enregistrer et vérifier que ça fonctionne bien. Donc, je retourne sur la page. Je réactualise. Je valide. Donc, pour l'instant, vous voyez que le paragraphe, il a pour valeur test. Je valide. Et vous voyez qu'à la validation, le contenu même de la page HTML a été modifié. Alors, bien sûr, si je retourne dans la page HTML, ici, vous voyez que le contenu du fichier n'a pas été modifié. Par contre, il a été modifié de manière dynamique pour l'utilisateur. OK? Alors, si j'appuie sur réinitialiser, il ne se passe rien puisque pour l'instant, le bouton n'est pas associé à une fonction. Si je clique dans la barre d'adresse et que j'appuie sur Entrée, que va-t-il s'afficher à la place de votre IMC vaut environ 24,2 kg par mètre carré? Est-ce que vous pouvez m'indiquer ce qui va s'afficher quand je vais actualiser la page? Tout à fait, test, puisque c'est l'état initial au chargement de la page. C'est l'état initial, effectivement. Donc, si j'appuie sur Entrée pour recharger la page, ici, vous allez voir que le paragraphe reprend sa valeur initiale de test. Donc, effectivement, ce n'est pas très intéressant. OK. Très bien. Donc là, je vais vous laisser le faire par vous-même. Donc, la partie à modifier, elle est dans le script JavaScript. Je vais vous la surligner. Donc, vous mettez en commentaire l'alerte qu'on ne va plus utiliser. Vous rajoutez une variable message. Et ensuite, ce message, vous allez l'insérer dans l'intérieur du paragraphe. Je vous laisse le faire par vous-même et faites attention de bien utiliser, quand c'est possible, les suggestions. Alors ici, je suis désolé, effectivement, je me suis renseigné hier. La commande l'attribut inner.html n'est pas reconnu automatiquement par défaut par Atom. Il faut lui ajouter des patchs supplémentaires. Et donc ça, je ne le savais pas avant hier, mais ce n'est pas très grave. Donc, ça arrive souvent. Atom n'est pas forcément un... C'est plutôt un éditeur de texte généraliste. Donc, il n'est pas spécialisé en web développement. Donc, c'est peut-être ça qui explique que que le dictionnaire en fait, de ces attributs
mots-clés et méthodes internes ne soient pas complets. Donc, je vous laisse procéder à ces 3 étapes. Vous enregistrez votre script et vous réactualisez votre page et vous testez le bouton valider pour vérifier que le contenu du paragraphe est bien modifié. Maintenant, plutôt que de faire des choses compliquées, je vais simplement vous montrer, c'est vous qui allez m'aider d'ailleurs à faire ça. On va simplement rendre actif le bouton réinitialiser. C'est-à-dire, si les valeurs ont été changées ici, il faut que les valeurs reviennent à leur valeur d'origine. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut effacer le contenu de ce paragraphe. Okay, donc, on a 3 choses à faire. Réinitialiser le contenu du cadre de texte masse, réinitialiser le contenu du cadre de texte taille, et pour finir, réinitialiser l'affichage ici. Donc, bien sûr, l'idéal, c'est qu'à la fin, quand on réinitialise, le message disparaisse totalement. OK. Première chose, pour que le bouton réinitialiser, donc, je vous le remontre ici dans index.html. Pour que le bouton réinitialiser, qu'on a identifié ici par... donc, pour que le bouton réinitialiser fasse quelque chose, il faut lui associer une fonction. Vous êtes d'accord? Et bien sûr, il faut donc créer cette fonction. Est-ce que vous pouvez me proposer un nom de fonction qui soit suffisamment explicite? Alors, effectivement, on pourrait le faire en anglais, on pourrait l'appeler fonction reset, mais comme on a choisi de faire tout le projet en français, eh ben, on ne va pas être très original. Voilà. Fonction réunie, ça va très bien. Donc, très bien, on va l'appeler fonction ré. Et en général, on rajoute un T. Donc, l'avantage de ne pas tout mettre, c'est que ça va éviter d'avoir un nom de fonction trop grand, mais on pourrait le mettre en toutes lettres, mais on va rester à réinis. OK. Très bien. Bon, par contre, on va l'enregistrer. Et juste avant que vous le fassiez, s'il vous plaît, je retourne sur la page, je recharge. Et je vais appuyer sur le bouton réinitialiser. Donc là, à nouveau, le paragraphe a repris sa valeur de test, puisque c'est sa valeur par défaut. Je le réinitialise. Et il ne se passe rien. Ce qui est logique, puisque pour l'instant, la fonction n'existe pas, mais je pensais qu'il allait... Ah, j'ai oublié de mettre les parenthèses, regardez. Décidément. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'oublier. Donc, je remets les parenthèses. OK. Je recharge la page. Et maintenant, j'appuie sur réinitialiser. Et il ne se passe rien. Alors, vous voyez que là, le défaut, c'est qu'on ne sait pas ce qui ne va pas bien. Donc, je vais faire apparaître avec clic secondaire la console. Je vais dans console, dans l'onglet console. Et regardez ici, l'intérêt de la console, c'est qu'on voit le message d'erreur. Ici, c'est un message d'erreur de type reference. Fonction reInis is not defined. C'est logique puisqu'on ne l'a pas encore créé. Je voulais juste vous montrer ça pour que vous voyez qu'en fait, on peut utiliser la console comme un outil de développement. Si la console n'est pas ouverte, il n'y a aucune façon de savoir ce qui ne va pas. Bien sûr, là, comme le projet est assez simple et qu'on sait où on va, on n'avait pas de doute sur le problème. Le problème, c'est que bien que le bouton était associé à une certaine fonction réinis, pour l'instant, cette fonction n'existe pas, donc c'est pour ça qu'il y a une erreur de référence. Confirmé. OK, très bien. Alors, je vais vérifier si je me suis trompé sur... non, je n'ai pas mis d'accent, donc tout va bien. Donc, en fait, vous voyez, la value ici n'a aucun lien. Ici, il y a un accent que j'ai mis sur value parce que c'est en français, donc pour que l'interface soit agréable à lire par l'utilisateur, j'ai bien mis un accent. Par contre, ici, il n'y a pas de lien entre ces deux noms, en fait. Ce qui va être important, par contre, c'est que ce nom-là n'ait pas d'accent puisque c'est du JavaScript. Et donc, dans les langages de programmation, en général, on évite d'utiliser les accents. Je crois qu'en Python, c'est autorisé, mais je vous déconseille grandement de mettre des accents dans les noms de fonctions ou les noms de variables. Vous risquez d'avoir des ennuis.
Par contre, pour tout ce qui est étiquette, par exemple ici, le nom d'un bouton, c'est du texte, vous pouvez tout à fait vous permettre de mettre des accents. En particulier, comme nous sommes dans un codage, le codage a été défini, hein, UTF-8, et puis également la langue avec ses conventions d'affichage. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème. Par contre, côté programmation, donc ici, évitez absolument les accents. Donc ici, je vais copier, je vais vous laisser modifier le bouton réinitialiser et tester par vous-même l'affichage de l'erreur dans la console. Il me semble que Hervé, tu n'étais pas là au dernier cours, donc si nécessaire, je peux remontrer comment afficher la console. Voilà. Peut-être que je vous le montre une dernière fois. Je remontre Hervé, donc je vais fermer la console ici. Je me mets ma souris au centre de la fenêtre. Je fais un clic secondaire, donc clic droit ou double tap, ou tap à deux doigts, pardon. Et je fais examiner l'élément. Dernière étape, ici on est dans l'onglet inspecteur du volet de développement. Je clique sur l'onglet console pour accéder à la console. Alors on me propose, Hervé me dit que F12 marche aussi. Donc merci, parce que ça je ne savais pas. Ça permet d'être plus efficace. Donc si j'appuie sur F12, ça fait effectivement apparaître la console directement. Eh bien, ça c'est très bien. Merci Hervé. Très bien, très bien. Donc je vous laisse modifier le bouton en lui associant la fonction Venice qu'on va ensuite écrire ensemble. N'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer vos scripts et de recharger vos pages pour que les modifications de vos scripts aient bien été prises en compte. Et tout le monde est prêt. Très bien. Donc, l'étape suivante, maintenant que c'est bien sûr de créer cette fameuse fonction réinitialisée. Donc, pour éviter les fautes de frappe, je vais la copier. Et puis, on va retourner dans mon script JS. Et donc, rappelez-vous que pour chaque bouton, on crée une fonction séparée. On avait créé une fonction validée pour le bouton validé. Donc, on va créer une fonction donc inis pour le bouton d'initialisation. Donc là, toujours pareil, j'écris F, je vois que ce n'est pas suffisant, U, c'est suffisant. J'appuie sur tabulation pour avoir la suggestion. Et à ce moment-là, j'ai juste à faire CTRL-V, puisque j'ai déjà enregistré le nom de la fonction. J'ai déjà copié pardon, le nom de la fonction, et que le nom de la fonction ici est sélectionné. Et voilà. Seul défaut, il y a eu un ajout de 2 parenthèses qui est inutile ici, donc je vais l'enlever. À nouveau, cette fonction est sans paramètres, et je vais pouvoir compléter ici. Et donc, on a dit que on devait faire plusieurs choses. Et donc, on doit remettre à 0 la valeur de l'élément HTML. Donc, cadre masse, cadre taille. Et puis ensuite, on doit vider complètement le contenu du document, du paragraphe de diagnostic. Ici, vous voyez qu'on a déjà tout. Ce qu'on veut modifier, c'est les éléments HTML, donc ils vont venir à gauche. La première chose, c'est la valeur du cadre masse. Je la colle ici et je dis que je veux que quand le bouton est cliqué, je veux que la valeur revienne à combien? Vous vous rappelez? Pour cadre masse, la valeur par défaut que j'avais souhaité, c'était combien? Tout à fait, 70. Vous voyez qu'après, la logique est... Donc, j'oublie pas au bout le point virgule. La logique est la même pour le cadre taille. Hein. Donc, je prends le cadre taille, la valeur, et je vais la réinitialiser avec une valeur. Donc là, si mes souvenirs sont bons, c'était 170. Alors, il y a l'espace qui a été oublié. OK. Et dernière chose, je veux vider complètement le contenu intérieur de l'élément
Paradiagnostic. Donc là, je vais simplement reprendre toute cette partie-là, la copier. Et c'est vous qui allez me proposer ce que je dois faire après. À quoi ça doit être égal pour qu'il n'y ait rien dedans. Donc là, j'attends vos suggestions. Alors, on me propose espace. J'ai déjà mis un espace. Alors, donc, j'ai déjà mis un espace et j'ai mis un point virgule. Donc, si tu veux, on peut tester. Donc, je vais retourner sur la page. Je vais vider la console et je vais recharger la page. Et donc, on m'a proposé de mettre un espace. Alors ici, syntaxe error. Donc, il y a une erreur de syntaxe. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur cette erreur de syntaxe? Si je veux en savoir plus, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça n'a pas l'air, ça charge d'accord. Donc là, il y a l'air d'avoir une erreur. Bon. Donc, ça ne va pas. Et ici, il dit, ah, mon script.js, c'est 24,58. Qu'est-ce que ça veut dire 24,58? Oui, ça veut dire que c'est la 24e ligne et le 58e caractère. Si je regarde ici, 1, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Donc, effectivement, le message ici, d'erreur, il indique bien qu'il y a un problème de syntaxe ici. Oui. Alors, c'est une hypothèse possible. Mais en fait, ici, on n'a rien mis. Donc, si vous voulez rien mettre dans quelque chose, si c'était un nombre, vous êtes d'accord, il faudrait mettre 0. OK? Donc là, je vais vérifier. Si c'était un nombre, je pourrais mettre par exemple 0. On va vérifier ce qui se passe. Donc, si je recharge la page, bien sûr, on ne voit pas le texte, bien sûr. Sinon, ça ne serait pas drôle. Donc ici, test. Je vais appuyer sur le bouton. Déjà, il n'y a pas de message d'erreur. J'appuie sur réinitialiser. Et vous voyez, ça a marché, c'est 0. Et si ici, je change et que je mets 90, normalement, ça devrait marcher. OK. Mais rappelez-vous, ici, en fait, c'est du texte. C'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères. Donc, ce n'est pas 0 que je vais afficher, c'est une chaîne de caractères. Quelle est la chaîne de caractères qui nous intéresse? C'est une chaîne de caractères un peu particulière. Vous vous en rappelez, normalement, on l'a vu ça en étudiant les chaînes de caractères. Alors, je vais vous guider. Quand on crée une chaîne de caractères, comment on fait pour... à quoi on doit penser quand on crée une chaîne de caractères? Par exemple, le mot bonjour. À quoi je dois penser? Si je voulais écrire, si je voulais remplacer ici le contenu par le mot bonjour, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça va marcher? Voilà, il faut l'entourer de guillemets parce que sinon, il va considérer que c'est une variable. Et pour l'instant, comme on n'a pas créé de variable bonjour, on devrait avoir un message d'erreur. Donc ici, je peux tester si vous voulez pour vous. Ici, je vais recharger. Je vais appuyer sur réinitialiser. Et ici, référence error. Bonjour, donc sous-entendu, la variable bonjour is not defined, bien sûr, puisqu'on n'a rien mis dans bonjour. Donc là, il faut mettre des guillemets pour que ça soit une chaîne de caractères. Okay. En général, on met des guillemets simples. En JavaScript, c'est l'habitude, mais les guillemets doubles, voilà, et il suffit de rien mettre dedans, tout à fait. Donc là, si je recharge, normalement, ça devrait marcher. Je fais réinitialiser, et là, vous voyez, ça s'affiche bonjour, tout va bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est rien. Donc, effectivement, on pourrait mettre un espace, comme l'a proposé Florence, mais le plus simple, c'est de faire une chaîne vide, une chaîne de caractères vide, d'accord? Donc, j'enregistre, je recharge la page.
Et ensuite, je réinitialise et regardez, hop, le test a bien disparu. Et puis si j'essaye de modifier ici les tailles, on voit bien que tout fonctionne. Voilà. OK. Donc, je vous laisse tester ça par vous-même. Donc, vous allez écrire cette fonction par vous-même. Et ensuite, vous ferez le test, vous rechargez la page et vous faites le test du bouton. Et normalement, vous devriez voir disparaître test et voir également les valeurs des cadres se modifier si vous les avez changés. Voilà, le bouton valider et réinitialiser fonctionne. OK, par contre, bien sûr, quand je recharge la page, il y a toujours le paragraphe test qui apparaît ici. Bon, donc vous comprenez quelle va être l'étape suivante. Au chargement initial de la page, donc je vais recharger la... Voilà, au chargement initial de la page, vous avez le mot test qui apparaît dans le paragraphe qu'on a ajouté. Quand je valide, le mot test est remplacé par le message de réponse. Quand je réinitialise, alors ici, bien sûr, je peux changer les valeurs. Ici, on va dire 150. Là, c'est vraiment une personne en grave surpoids. Je valide. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on atteint un IMC gigantesque de 40 kg par mètre carré. Et après, ce que je peux faire, c'est réinitialiser. Et maintenant, tout marche. Il y a réinitialisation des valeurs dans les cadres de texte et également réinitialisation du paragraphe qui disparaît, dont le contenu est disparu. Alors maintenant, je recharge à nouveau la page et vous voyez que quand on recharge la page, on a le mot test qui apparaît, qui est complètement inutile. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour que, au chargement de la page, le mot test disparaisse, ou plutôt, plus précisément, n'apparaisse pas? Qu'est-ce que vous me proposez? On l'enlève. Est-ce que tu peux être plus précis? Il faut l'enlever d'où, ce mot? Dans index.html, très bien. Donc, on va retourner dans index.html. Et puis, on va tout simplement enlever test du paragraphe. Et donc, on a un paragraphe qui est vide. Voilà. J'enregistre. Je vous laisse faire ça. Quand vous avez terminé, vous pouvez m'envoyer le mot-clé para par la messagerie. Donc maintenant, je vais vérifier normalement sur si je recharge la page ici, je devrais voir disparaître test. Et donc maintenant, le fonctionnement de l'application commence à se rapprocher de ce qu'on veut. Quand j'appuie sur valider, j'ai le résultat et je peux réinitialiser ensuite. Donc on est proche du but. Donc maintenant, il nous reste deux choses à faire. Peut-être que la première qu'on peut commencer à travailler, donc je vais vous remontrer l'application dans l'état où elle doit être à la fin de l'activité. Et ce que je voulais vous montrer, c'est dans l'affichage. Donc juste, je reviens sur l'application dans l'état actuel. Donc quand j'appuie sur réinitialiser, j'appuie sur valider, vous voyez que la seule information qui est présentée, c'est l'IMC. Mais nous, on voudrait des informations supplémentaires. Un affichage personnalisé. Et donc ici, vous retrouvez l'affichage précédent. Mais on veut, en plus, on souhaite qu'un affichage personnalisé soit ajouté. Et par ailleurs, la remarque sur l'IMC. Pour l'instant, on va s'intéresser au message personnalisé. Donc pour l'instant, ici, ce message personnalisé, il dit vous avez une corpulence normale puisque l'IMC vaut 24. Par contre, si j'augmente le poids de la personne, je passe à 90 et que j'appuie sur valider, à ce moment-là, vous êtes potentiellement en situation de surpoids. Donc le message personnalisé a été modifié. Donc il y a un message personnalisé qui correspond à IMC en dessous de 18,
compris entre 18 et 25, un message personnalisé qui concerne au-dessus de 25, et bien sûr, si la personne maigrit, admettons qu'elle passe à 50 kg, valide, là vous voyez qu'il y a un troisième message, vous êtes en situation de potentiel maigreur. Donc on a trois possibilités qui dépendent du calcul de l'IMC. Donc trois messages différents à afficher selon l'IMC. Donc comment faire pour que ces trois messages soient affichés de manière personnalisée selon le calcul de l'IMC? Donc j'attends de vous que vous me proposiez quelque chose à faire. Donc j'attends pas du tout de vous le résultat ou la construction complète de ce qu'il faut faire, mais au moins des idées, des mots-clés, des méthodes de programmation. Donc j'attends. Alors la première question que je peux vous poser déjà peut-être pour vous guider, c'est doit-on modifier la page HTML ou doit-on modifier le script JavaScript? Donc en fait, ici, pour l'instant, je vous ai vraiment opposé l'aspect HTML. Je vous l'ai présenté comme quelque chose de statique. Et à côté, je vous ai présenté JavaScript comme quelque chose de dynamique, un langage de programmation qui permet de faire des calculs, et également un langage de programmation qui permet de modifier le contenu de la page HTML. Donc, d'après ce qu'on a fait aujourd'hui, la réponse naturelle que deux d'entre vous m'ont donnée, c'est qu'il faut utiliser JavaScript. Après, bien sûr, c'est un peu simplificateur. Vous verrez si vous faites du développement web qu'on peut très bien, sans passer par JavaScript, on peut très bien d'autres façons rendre une page HTML dynamique sans forcément passer par de la programmation JavaScript. Pour simplifier, dans le cours que je suis en train de vous faire, on considère que HTML c'est statique, et que la seule façon de le modifier, c'est de passer par JavaScript. Donc la bonne réponse, dans le cadre de mon cours, c'est d'utiliser JavaScript. Et ici, vous voyez qu'il faut donner des réponses différentes selon la valeur de l'IMC. Donc plutôt que de construire, de modifier les fonctions qu'on a déjà écrites et de les rendre encore plus compliquées, on va continuer dans cette démarche de programmation modulaire et on va donc créer une fonction supplémentaire à côté qui va recevoir l'IMC et qui va renvoyer le message. Okay. L'idée, c'est toujours de construire des modules pour éviter de surcharger et de rendre illisibles les fonctions qui ont déjà été créées. Donc, on va créer une fonction dédiée. On a créé une fonction dédiée, vous avez vu, pour calculer l'IMC. On va créer... Ah oui, effectivement, on va utiliser if, tout à fait. Exactement, ça c'est une bonne remarque. On va créer une fonction dédiée qui va renvoyer le message sous condition, effectivement, très bien. Et il faut utiliser des branchements conditionnels. Donc ici, je vais vous proposer, donc, vous pouvez peut-être me proposer un nom de fonction pour le diagnostic. Donc je vais retourner ici sur mon script JS et je vais créer. Donc ici, on avait créé des fonctions en quelque sorte, on avait créé une première fonction utilitaire, c'était la fonction calcul de l'IMC. Ce qu'on peut faire, c'est créer une autre fonction utilitaire qu'on va appeler, donc peut-être que vous avez une proposition à me faire. Cette fonction, elle va renvoyer le message en fonction de la valeur de l'IMC. Donc comment je pourrais nommer cette fonction? Donc rappelez-vous que l'idée, c'est une histoire de diagnostic, donc on pourrait l'appeler diagnostic, d'accord? Et je vais l'appeler diagnostic IMC pour qu'on comprenne bien que ça renvoie le diagnostic de l'IMC. D'après vous, cette fonction, quel paramètre elle doit avoir? Vous vous rappelez, en entrée, elle prend l'IMC et en sortie, elle renvoie le message de diagnostic. Donc en entrée, qu'est-ce que je dois mettre comme paramètre? Voilà, IMC, ok. Donc avant de compliquer l'affaire, on va juste rappeler comment tester une fonction dans JavaScript. Donc ce que je vais faire, c'est simplement mettre un message. Je vais lui demander de renvoyer simplement un message return. Je vais juste lui dire de renvoyer hello. On voit si la fonction marche. J'oublie pas de mettre au bout point virgule. Donc vous vous rappelez que le mot-clé return permet
indique ce que la fonction doit renvoyer. Donc pour l'instant, bien sûr, c'est simplement pour la tester. Donc ici, comme la fonction diagnostic IMC n'est pas associée à un bouton, il n'est pas possible de la lancer directement dans la page HTML. Par contre, on peut le faire dans la console. Donc ici, je vais recharger la page et normalement, la nouvelle fonction qui a été ajoutée, elle devrait être ajoutée à la mémoire de travail. Donc ici, si je tape la fonction, donc ici, j'ai dit c'était diagnostic, c'est ça. Ici, vous voyez que diagnostic IMC apparaît dans les suggestions. J'appuie sur tabulation. Et à ce moment-là, elle est reconnue. Et ici, par exemple, je peux la tester avec n'importe quel nombre, puisque pour l'instant, aucun calcul n'est fait. Donc, si je la teste, vous voyez, ça envoie à tous les coups hello. Pour l'instant, il ne se passe rien d'intéressant. Donc, même si elle reçoit un paramètre, pour l'instant, il ne se passe rien. OK. Donc là, j'ai vérifié que la fonction était bien reconnue, qu'elle avait été ajoutée à la mémoire de travail, mais pour l'instant, elle ne fait rien du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est vous laisser pour l'instant ajouter la fonction et tester par vous-même si la fonction fonctionne. Donc, je vous laisse ajouter cette fonction diagnostic IMC dans votre fichier JavaScript. Vous enregistrez. Ensuite, vous retournez sur la page web, vous rechargez la page web et vous testez dans la console si la fonction fonctionne correctement. Donc, effectivement, il y avait la suggestion de Florence. Donc, c'est faire des boucles conditionnelles. Donc, effectivement, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va continuer. Donc, ici, vous allez voir que, comme en Python, vous pouvez utiliser le if. Donc, je vais à nouveau utiliser la suggestion qui va permettre d'insérer la structure de base. Alors, attention, contrairement à Python, les parenthèses qui ont été ici ajoutées sont obligatoires après le if. Donc peut-être qu'il serait bien, de manière générale, quel que soit le langage de programmation, de toujours mettre des parenthèses, comme ça vous êtes tranquille. Alors ici, vous voyez au passage que par défaut, il a mis le mot-clé true, ce qui veut dire que quel que soit le contenu que j'ai écrit à l'intérieur de ce if, il sera exécuté, puisque si c'est vrai, comme vrai est toujours vrai, ça sera exécuté. Donc ici, quelle est la première condition qu'on doit appliquer? Rappelez-vous que l'IMC, la première plage, c'est 0 jusqu'à 18. Ensuite, c'est 18 jusqu'à 25. Et après, c'est 25 et au-delà. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce qu'effectivement, il y a aussi la catégorie obésité au-dessus de 30, je crois. Alors que le surpoids, c'est à partir de 25. Bon, après, si vous voulez, on peut faire les 4 cas. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois écrire dans la condition? Rappelez-vous que le paramètre, le nom qu'on a donné au paramètre, c'est IMC. Donc, vous devriez être capable de m'envoyer la condition. Alors, Florence me propose IMC égale 0 à 18. Donc là, ce que tu viens de m'écrire, ça montre bien que tu as compris. Mais par contre, l'ordinateur, lui, il ne sait pas la syntaxe qu'il faut utiliser. Le A en français avec l'accent, il ne comprend pas. Donc, si tu penses à inférieur ou supérieur, qu'est-ce qu'il faut marquer? Voilà. Donc forcément, ce qu'on peut faire, c'est les tester dans l'ordre. Donc on va commencer par IMC inférieur à 18. Très bien, inférieur strictement à 18. À ce moment-là, la fonction va renvoyer quelque chose. Donc qu'est-ce que je dois utiliser comme mot-clé pour que la fonction renvoie le résultat? Très bien. Return. Là, j'aurais dû utiliser la suggestion pour éviter les erreurs. Et ici, il n'y a pas besoin de parenthèse puisque c'est un mot-clé. Return. Et ici, on va mettre le message. Donc le message, alors on peut mettre inférieur ou égal, mais on va essayer de rassurer les gens. Donc si la personne a exactement un IMC de 18, on va lui faire une fleur et on va lui dire que sa corpulence est normale. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez m'envoyer oui ou non.
OK. Donc ici, return, donc qu'est-ce qu'on va lui envoyer? C'est ah oui, c'est ça. Vous êtes en situation potentielle. Donc on met bien le mot potentiel pour insister sur le fait que le diagnostic n'est pas définitif et qu'il faut la confirmation d'un médecin. Vous êtes en situation potentielle de maigreur. Okay. Voilà. Et donc maintenant, on va faire la même chose, mais dans le cas suivant. Alors, vous vous rappelez en Python, quel est le mot-clé qu'on doit utiliser pour que la condition, pour que le test, il n'y ait pas un nouveau test, mais que ça soit une alternative à ce qui a déjà été fait avant. Si je mets if, ça va, c'est elif, voilà. Donc ici, on va regarder. Ici, vous voyez que en langage Python, c'est la deuxième suggestion, il n'y a pas d'abréviation, c'est pas elif comme en Python. Donc en JavaScript, c'est else if. Donc j'appuie sur tabulation. Et vous voyez ici que la syntaxe, c'est else if, et le mot-clé, en fait, il est coupé en deux. C'est else espace if. Donc c'est la syntaxe particulière. Donc ici, j'ai déjà fait les cas où l'IMC, il est en dessous de 18. Donc maintenant, il faut que je fasse les cas où il est comment par rapport à 25. Bah, toujours pareil, hein. Inférieur. Et donc ici, si on veut, pour faire une fleur aux personnes, on peut faire inférieur ou égal, si vous voulez, à 25. Et à ce moment-là, je peux à nouveau mettre comme message return. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pris une autre suggestion. Donc je vais appuyer R-E-T, return. Hop. Et à ce moment-là, je vais remettre, donc vous avez une corpulence, vous avez. OK. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que vous me proposez pour... Ah, j'ai fait une erreur, je crois. Ouais, j'ai pas cliqué au bon endroit. Qu'est-ce que je fais après? Voilà, je fais encore else pour else if. Alors effectivement, on pourrait utiliser else tout court, mais on va le faire en grand, on va mettre toutes les possibilités. Donc ici, si l'EMC est inférieur ou égal ou alors sinon on va simplifier, on ne va pas aller sur l'obésité, on va rester. Donc comme c'est la dernière possibilité, vous devez utiliser else puisque c'est la dernière possibilité dans les... Allez, quoi que si, on va les mettre comme ça, au moins ça fait réviser else if. Else if IMC inférieur ou égal à 30, return. Situation de potentiel, j'ai oublié le 2 ici. De potentiel. Non, ah d'accord. Vous êtes en situation potentielle de maigreur. Vous êtes en situation potentielle. Ou alors vous êtes en situation de potentiel maigreur, c'est plus élégant. De potentiel maigreur. Vous êtes en situation de potentiel surpoids. En fait, pour le surpoids, je trouve que c'est mieux comme ça. Vous êtes en situation potentielle de surpoids. OK. Et il nous en reste un dernier. Vous êtes en situation potentielle de potentiel maigreur. OK. Et le dernier, donc il ne faut pas utiliser else if, mais il faut utiliser tout simplement else. Et donc quand on met un else, vu que c'est tous les autres cas, on n'a pas besoin de préciser de conditions, puisque c'est tous les autres cas. Et ici, je vais mettre return, vous êtes en situation potentielle
Obésité. Voilà. J'enregistre et je vous laisse le faire par vous-même. Le message ici, cette fonction qui renvoie un message, elle doit être utilisée si les valeurs sont déjà valables. OK. Donc l'IMC est calculé, et une fois que l'IMC a été calculé, on peut calculer mettre l'IMC dans le diagnostic IMC. Mais si IMC est lui-même pas valable, imaginons qu'on ait 0 ou infinité, et ben ça n'a pas de sens de calculer, d'utiliser cette fonction. Donc on va considérer que cette fonction, elle n'est utilisée que si l'IMC est déjà lui-même valable. Donc le contrôle des entrées, il faudra le faire ailleurs, tout au début en fait de la fonction validée. Vous voyez que cette fonction prend énormément de place. Donc si on l'avait mis directement, on avait mis toutes ces conditions directement dans la fonction validée, ça aurait rendu la lecture de la fonction beaucoup plus difficile. Ah, j'ai fait une faute ici, j'ai oublié des lettres à situation. En plus, il y avait une correction si tu as. Ok, il y a même un correcteur d'orthographe, alors là c'est magique. Okay. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que on va tester la fonction diagnostic dans donc je vais enregistrer ici dans la console. Donc j'enregistre. Enfin, je recharge la page, par contre, pardon. Et ici, je vais tester la fonction diagnostic. Donc je vais essayer avec, mettons, 17. Vous êtes en situation de potentiel maigreur. Je peux appuyer sur flèche du haut pour rappeler la commande et modifier l'intérieur. Donc ici, je vais essayer avec 19. Vous avez une corpulence normale. Je peux continuer avec 26. Donc là, c'est toujours la corpulence. Hop. Vous êtes en situation de potentiel surpoids, très bien. Et puis le dernier cas, 30. Voilà. Vous êtes en situation de potentiel de... Ah, oui, je suis idiot, il faut le mettre au-dessus de 30. 31, ça devrait être l'obésité. Voilà, tout va bien. Je vous laisse faire votre test rapidement. Et ensuite, on terminera le cours. Donc, on n'aura pas le temps d'ajouter le test des entrées. Mais oui, je peux remontrer Atom, bien sûr. Pour ce qui est de... C'est pas très grave si on n'a pas fait la vérification des valeurs. Donc ici, maintenant, on va simplement modifier le message. Donc vous vous rappelez, votre message vaut environ, etc. Et ben c'est ici qu'on va le modifier. Donc ici, on va tout simplement votre message vaut environ IMC, etc. Et ensuite, on va continuer. Ici, on va mettre un espace, on va mettre plus, et on va ajouter le diagnostic. Alors pour ajouter le diagnostic, ici vous vous rappelez qu'on va simplement rajouter une variable. Ici la variable, elle a ajouté l'IMC qu'on a pu rajouter ici. Et donc on va rajouter une variable, on va appeler diagnostic. Donc on va créer une nouvelle variable. Ça sera le message diagnostic. Et ce message diagnostic, eh ben, il faut appeler la fonction. Donc on a créé une fonction dédiée pour créer le diagnostic. Et ici, vous voyez qu'on a créé la variable IMC juste avant, donc on va pouvoir l'utiliser. Donc ici, la fonction, c'est diagnostic IMC. Pour l'appeler, il suffit de mettre IMC. Et comme on a déjà défini au-dessus, dans la fonction, on a défini une variable IMC ici, elle va être reconnue. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer?
la variable diagnostic, elle va demander, d'abord ce qui va se passer, c'est que la fonction diagnostic IMC va être lancée, va être appelée avec comme argument l'IMC qui a été calculé jusqu'au-dessus. Et ensuite, ça va renvoyer un message, donc l'un des 4 messages qui est là, et l'un des 4 messages va être stocké dans la variable diagnostic, qui est donc en fait un message. Donc ici, on va juste l'ajouter au bout. On va lui mettre le message de diagnostic, donc, qui est contenu dans la variable diagnostic. Et on va continuer pour mettre la phrase. On va s'arrêter là, parce que ça va éviter de compliquer l'affaire. Voilà. Donc, je vous souligne ce qui a été. Donc ici, l'alerte, on peut l'enlever, puisque quoi que vous pouvez les laisser. Donc ici, je vous souligne les éléments qui ont été ajoutés, les éléments qui ont été modifiés, pardon. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté une variable diagnostic qui va contenir la chaîne de caractères, une des 4 chaînes de caractères qui était présentée dans la fonction avant. Et pour cela, on appelle la fonction et on lui met l'IMC qui a été calculé avant. Et pour finir, on rajoute le diagnostic au message précédent. Ici, j'ai rajouté un espace pour éviter que les deux phrases soient collées. Et ensuite, la phrase va être ajoutée à la fin. De la même façon qu'on avait ajouté l'IMC ici au milieu de la première phrase. J'enregistre, je vais valider. Je recharge la page et je vais enlever la console. Alors, je vais quand même la garder au cas où il y a un bug. J'ai peut-être fait une faute de frappe. Je fais valider. Et vous voyez, vous avez une corpulence normale. Voilà. Donc, ça marche. Je vous laisse le faire par vous-même. Donc, la seule chose qu'on n'a pas mis, c'est le message, c'est ce qu'on appelle en anglais un disclaimer, c'est-à-dire on n'a pas précisé qu'il fallait quand même l'avis du médecin. Donc, ici, on peut le rajouter si vous voulez. L'IMC est un simple estimateur qui ne remplace pas l'avis d'un médecin. Comme ça sera terminé. Voilà. Après, ce n'est pas forcément nécessaire parce que ça va alourdir le script. Mais ici, on peut peut-être le rajouter si vous voulez. Ce que je peux faire, c'est rajouter ici une variable pour éviter d'avoir à l'écrire au bout. Avertissement. Et je vais mettre dedans le message. Remarque, l'IMC est un simple estimateur qui ne remplace pas l'avis d'un médecin. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire au final. Je le mettrai dans la vidéo, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors par contre, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais mettre un espace avant, je vais tricher, et je vais ajouter au diagnostic donc j'avais appelé ça l'avertissement. Voilà, j'enregistre, je repasse sur la page, je la recharge, et normalement, je valide. Voilà, remarque, l'IMC est un simple estimateur qui ne remplace pas l'avis d'un médecin. Voilà. Donc, je peux vous remontrer le code que j'ai écrit. Ici, je vais un peu décaler. On voit mieux. OK. Au final, il faut que je baisse un peu la police. Voilà. C'est un peu trop. Hop. Très bien. Donc là, vous voyez ce que j'ai rajouté ici et là. Voilà pour terminer le cours.
Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'était juste pour raffiner définitivement l'application. Bien sûr, on n'a pas encore testé les variables et donc il faudrait tester les variables ici. Mais on aura l'occasion de le faire dans d'autres applications, donc ce n'est pas essentiel. Ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'est que vous ayez utilisé les branchements conditionnels, comme on l'a vu au-dessus. Et par ailleurs, que vous ayez revu la notion de programmation modulaire. Donc, on sépare les fonctions utilitaires de calcul ou de création de chaînes de caractères, on les sépare des autres fonctions, par exemple ici, en l'occurrence, les fonctions qui permettent d'actionner des boutons, ou du moins de rendre actifs des boutons. L'intérêt, c'est que vous voyez que ici, les deux lignes qui ont été écrites, les deux lignes ici, elles auraient pris toute cette place ici, c'est-à-dire presque la place d'un écran. Ça aurait pris toute cette place-là si on n'avait pas prévu de créer en avance des fonctions. Donc voilà encore des recommandations que je peux vous donner, c'est-à-dire de bien construire vos programmes de manière modulaire. Le dernier avantage de construire un programme de manière modulaire, c'est que ces fonctions que vous avez créées avant, vous pourrez toujours les réutiliser dans un autre programme après. Voilà. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée et également du temps supplémentaire que vous m'avez accordé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, sauf si vous avez une question supplémentaire. Très bien. Donc, au revoir Hicham et Florence. Et donc, à la semaine prochaine où on commencera un nouveau chapitre. Au revoir à tous les deux et passez une bonne fin de journée.